من وين المدخل للدار هذا؟ مدخل الدار هذا؟ لسه تحت كل الخزانة والإيش كله. لا لا لا. أحمد أيوة ارجع لورا. J'ai étudié l'architecture pendant 2 ans. Mais maintenant je ne peux plus. Je ne peux pas écrire, je ne peux pas dessiner. Alors je reste chez moi sans rien faire. Nous allons nous occuper d'un petit garçon de 5 ans. Il a été brûlé il y a 10 jours, sur les bras et le dos. Cette opération doit servir à enlever la peau brûlée et remplacer la peau en faisant une greffe. Je n'ai jamais voulu m'exprimer au sujet de ce qu'il se passe vraiment ici. Ce n'est pas facile pour moi de prendre la parole, mais maintenant, il faut que je le fasse. Je veux dire à tout le monde que nous souffrons et que nous avons besoin d'aide pour mettre fin à cette souffrance. Le gouvernement israélien justifie ses interventions par une réponse à la violence, mais on ne peut pas légitimer cette violence. On voit depuis des décennies que cet alibi sert une politique expansionniste et répressive. Donc, 1 an après cette intervention sur Gaza, on ne peut plus accepter cet alibi et nous nous positionnons encore plus aux côtés de la population palestinienne. Sur cette embarcation fragile, des Érythréens, Somaliens ou Nigérians. Ils voulaient gagner l'Europe pour échapper aux violences qui ravagent leur pays. Ils n'y seraient pas arrivés s'ils étaient restés sur ce bateau. Il y avait 460 personnes à bord, ça faisait beaucoup de monde. On était 300 dans la cale autour du moteur. Donc le moteur ne marchait pas bien. Ce n'était pas possible de traverser la Méditerranée avec ce bateau. Des équipes MSF sillonnent la mer Méditerranée à bord de 3 bateaux pour mettre à l'abri les migrants et leur offrir des premiers soins. La plupart présentent des problèmes dermatologiques ou sont déshydratés. Il y a aussi de nombreuses femmes enceintes et des personnes qui ont été blessées pendant leur voyage. Début juillet, les équipes avaient déjà réussi à sauver plus de 5500 migrants. Mais une fois à terre, ces personnes à la recherche désespérée d'un avenir meilleur ont souvent pour seule perspective de venir s'entasser dans des centres de réception déjà saturés. Ces casques bleus, déployés par l'ONU, étaient chargés de défendre la population civile réfugiée à Srebrenica. Cette enclave avait été déclarée zone de sécurité. Mais quand, en juillet 1995, Srebrenica tombe aux mains des forces bosno-serbes, 8000 hommes de plus de 16 ans sont massacrés.
Présente au moment des faits, MSF a témoigné. Elle s'est aussi interrogée sur son propre rôle dans l'enclave. Lorsque MSF a commencé à travailler à Srebrenica, ça s'imposait comme une évidence. 40 000 réfugiés qui regroupaient dans un petit village de 5 000 habitants, dans des conditions extrêmement difficiles. Tout ça justifiait pleinement que MSF y soit. En revanche, en connaissant la fin de l'histoire, on doit évidemment s'interroger sur la contribution apportée par MSF à la construction d'une sorte de décor de sécurité. Donc ce qu'on peut rajouter à la fin, c'est que lorsque l'ONU déclare une zone de sécurité, il ne faut pas prendre ce mot à la lettre. Dès que l'on peut partir, il faut saisir l'occasion et partir. 20 ans plus tard, des populations civiles prises au piège de conflits continuent à vivre dans des enclaves sous protection internationale. C'est le cas par exemple en République centrafricaine ou encore au Soudan du Sud. À Bentiu, dans le site de protection des civils, les déplacés n'ont pas été épargnés par la violence qui fait rage de l'autre côté des barbelés. Prenez ce médicament antirétroviral. Conçu dans un laboratoire américain et produit en Inde, il est utilisé dans un hôpital en Afrique du Sud. Mais le chemin qu'il emprunte est aujourd'hui semé d'embûches. Première case, le brevet. Un nouveau médicament est généralement breveté pour 10 à 20 ans. Une période pendant laquelle seul le laboratoire concepteur est censé le commercialiser au prix qu'il a fixé afin de rentabiliser son investissement. Après l'expiration du brevet, d'autres laboratoires peuvent s'emparer de la formule pour fabriquer une version générique du médicament à un prix inférieur. C'est souvent le seul moyen pour les pays en développement d'accéder à ce médicament. Mais cette période ne suffit pas à certains laboratoires qui aimeraient bien profiter plus longtemps de la manne rapportée par leur brevet. Certains vont alors modifier légèrement la formulation de leur médicament ou rajouter une indication thérapeutique afin d'obtenir des extensions du brevet. Un autre mécanisme, appelé l'exclusivité des données, empêche les fabricants de génériques d'utiliser le résultat des recherches effectuées par le laboratoire d'origine. Ils sont alors obligés de recommencer des essais cliniques sur une formule qui a pourtant déjà fait ses preuves. Un processus long, cher et inutile. Comment contourner ces obstacles quand il est urgent que des malades bénéficient des médicaments essentiels? La première manière, c'est l'opposition au brevet. Exemple, le médicament contre l'hépatite C, le sofosbuvir. 41 000 € pour 12 semaines de traitement en France. Un prix exorbitant pour une molécule non innovante, selon l'ONG Médecins du Monde, qui a déposé une opposition auprès de l'Office européen des brevets. Des accords internationaux permettent aussi aux pays pauvres de passer outre les brevets s'ils estiment qu'ils desservent l'intérêt des malades. Enfin, certains pays ont introduit de leur côté une législation qui favorise la mise sur le marché des génériques. C'est le cas entre autres du Brésil, de la Thaïlande et de l'Inde. La loi indienne prévoit par exemple qu'un médicament ne peut prétendre à un renouvellement de brevet s'il ne présente pas d'amélioration médicale notable. Cette loi a fait de l'Inde la pharmacie des pays en développement. Un exemple, en moins de 10 ans, l'arrivée des génériques a permis de faire passer le prix d'un traitement contre le VIH de 10 000 à 100 $. Mais ces dernières années, plusieurs pays ont lancé des offensives pour tenter d'affaiblir la loi indienne. Le Japon, l'Union européenne ou les États-Unis, dans le cadre d'accords commerciaux, tentent de protéger les compagnies pharmaceutiques et leurs brevets au détriment de la fabrication de médicaments génériques. Médecins sans frontières vient donc d'initier une campagne pour encourager le Premier ministre indien à protéger la production des médicaments génériques. C'est le seul moyen d'arriver jusqu'aux malades qui dépendent des médicaments abordables pour sa survie. MSF soigne 200 000 personnes séropositives grâce aux médicaments génériques produits en Inde. Sida, mais aussi tuberculose, paludisme ou maladies non transmissibles, les menaces qui pèsent sur l'Inde auront un impact sur des centaines de milliers de patients MSF, mais pas seulement.
J'ai plusieurs fois passé la ligne de front, donc cette frontière qui n'en est pas une. Auparavant, les passages se faisaient à différents endroits. Il y avait plusieurs points de passage. Les gens pouvaient traverser en transport en commun. Depuis le 16 juin, un décret est passé qui aujourd'hui restreint ces passages. Ça peut prendre plusieurs jours pour les gens pour traverser. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont besoin de rejoindre leur famille, avoir accès à leur compte en banque auquel ils n'ont plus accès du côté non gouvernemental, ou ne simplement faire des courses car les prix sont bien inférieurs du côté ukrainien par rapport au côté non gouvernemental. Donc c'est difficile aujourd'hui de donner une vision globale des territoires non gouvernementaux ukrainiens. La situation est très différente, qu'on se trouve sur la ligne de front, qu'on soit dans une grande ville ou qu'on soit à la campagne. Il y a des endroits qui ont été partiellement, voire complètement détruits par la guerre, et aujourd'hui les matériaux de construction ne sont pas disponibles, donc les gens habitent toujours dans des maisons qui n'ont plus de fenêtres, ce qui était très compliqué cet hiver. Et on peut être à la campagne où on est capable de cultiver son jardin, et donc aujourd'hui les conditions de vie se sont améliorées. Et enfin, sur la ligne de front, aujourd'hui, il y a des gens qui habitent et qui ne peuvent pas se déplacer, notamment des personnes âgées, qui se trouvent dans des conditions presque cloîtrées chez eux et à des endroits où il y a des bombardements assez fréquents.